Merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour à toutes et tous. Donc après cette ouverture musicale sur un extrait du premier mouvement de Mozart, Köchel 423, et j'aurai l'occasion de présenter plus en détail nos musiciens tout à l'heure. Nous allons pouvoir ouvrir cette cérémonie donc, de doctorat honoris causa en l'honneur du professeur Akira Mizubayashi. Je salue la présence dans la salle, vous les avez vus sur la scène tout à l'heure, des élèves du lycée Édouard Herriot de Troyes, avec qui nous avons un projet pédagogique autour de la préparation de robes universitaires. Et pour démarrer cette cérémonie, donc, j'appelle le président de l'université, le professeur Guillaume Jolet, pour le discours d'ouverture. Merci, cher Olivier. Monsieur le sous-préfet de Reims, Monsieur le président honoraire de l'université de Reims Champagne-Ardenne, Monsieur le directeur du campus de Neoma Business School à Reims, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Monsieur le représentant du directeur de l'université de technologie de Troyes, cher Kémaïs, Monsieur le directeur du CRIMEL et parrain aujourd'hui, cher Jean-Louis, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, donc je salue la présence de nombreux enseignants, enseignants-chercheurs et personnels de l'université. Je reviendrai moi également sur nos invités, donc du lycée de Sainte-Savine. Chers récipiendaires, cher Akira Mizubayashi, Yokoso, Yokoso Remsuhe. Ça veut dire bienvenue à Reims. Et je pense que ma prononciation n'est pas forcément très japonaise, mais j'ai des cours particuliers avec le doyen de la faculté de droit et sciences politiques, qui, malgré tous ses efforts, donc, doit constater ce soir qu'on n'y est encore pas. Alors, avant de vous faire part, chers amis, de la fierté de notre université, et de vous remercier en son nom d'avoir accepté donc, ce titre, le plus éminent qui puisse être décerné par une université, et dont l'ancienneté justifie ce soir le port des toges académiques, je voudrais saluer également la présence des lycéens en baccalauréat professionnel, métier de la mode, vêtements, du lycée Édouard Herriot de Sainte-Savine, qui nous font l'honneur donc de travailler avec nous sur la confection des robes universitaires pour nos prochaines cérémonies officielles. Merci beaucoup de votre présence. Mais je souhaiterais tout d'abord maintenant revenir rapidement aux origines d'un titre découvert aux États-Unis par des universitaires français lors d'une mission en avril 1917 présidée par René Viviani, alors garde des Sceaux, et par le maréchal Joffre. Au cours de cette mission, les représentants de la France furent accueillis avec des manifestations d'amitié et des honneurs particuliers. Les universitaires français présents découvraient ainsi l'usage des universités américaines d'honorer certaines personnalités en leur conférant le titre honorifique de docteur, le grade universitaire le plus élevé. Cela donna l'idée au gouvernement français de créer une distinction semblable qui permettrait aux universités d'honorer d'éminents savants et hommes politiques. Ainsi, par décret du 26 juin 1918, était créé en France le titre de docteur honoris causa qui permet aux universités françaises d'attribuer ce titre à des personnalités de nationalité étrangère qui, quel que soit leur parcours académique, honorent les valeurs de l'université par leur contribution au monde des idées, de la culture, des arts, des lettres ou des sciences. 100 ans après la création du doctorat honoris causa, alors je vois à chaque fois Valérie Vonfleur
donc qui dit oulala, donc la prononciation n'y est pas non plus. Donc, chère Valérie, je travaillerai avec toi à ce sujet pour la prochaine cérémonie. Donc, 100 ans après la création du doctorat honoris causa en France, nous voici dans cet amphithéâtre pour la remise du 49e diplôme donc, de notre université. À ce propos, donc, je salue la présence parmi nous ce soir donc, de Gérard Marie, un de mes prédécesseurs présents, donc, qui a eu l'honneur avant moi de remettre ce prestigieux titre donc, durant les 50 ans d'histoire des docteurs honoris causa de notre université. Mais revenons donc à notre université, si vous le voulez bien. Si l'université de Reims porte dans son nom son enracinement territorial en Champagne-Ardenne, elle regarde, heureusement, bien au-delà de ses horizons. Elle accueille ainsi environ 3000 étudiants étrangers, issus de 110 pays, et a établi de nombreuses collaborations scientifiques à travers la planète, et tout particulièrement avec votre beau pays, le Japon, que j'ai eu la chance de visiter ces 2 dernières années pour faire vivre et développer nos partenariats avec les universités de Nagoya, de Saitama, mais aussi de Meiji, que vous connaissez, il me semble, chers récipiendaires. En effet, après le partenariat avec l'université Meiji, qui existe depuis 1994 et dont l'UFR Lettres et Sciences Humaines est à l'origine, notre université a récemment développé de nouveaux partenariats avec les universités de Nagoya, ville jumelée avec la ville de Reims. Ces partenariats sont autour des mathématiques, des sciences exactes et naturelles, mais aussi du droit et des sciences politiques. Et bientôt, donc, seront aussi autour de la médecine, puisque nous allons prochainement accueillir le professeur Takahiro Yashui de la faculté de médecine de l'université de Nagoya City. Au cours de ces voyages, j'ai eu le plaisir de découvrir à quel point nos cultures nous rapprochaient. C'est donc un réel plaisir pour moi de constater que nos partenariats avec le Japon se consolident et s'amplifient de jour en jour. Mais revenons maintenant à la cérémonie de remise de diplôme honoris causa à un professeur japonais et écrivain de langue française, Akira Masubayashi. Notre université reçoit donc aujourd'hui un écrivain venu d'un Extrême-Orient à la fois lointain et proche. Lointain par la distance géographique, mais proche par certains aspects de sa culture actuelle. Les Occidentaux aussi se sont rapprochés du Japon. Il n'est que de voir la diffusion actuelle des mangas dans les jeunes générations ou chez les cinéphiles, la passion pour le cinéma japonais. Mais notre collègue n'est pas le premier japonais à recevoir ce titre de docteur honoris causa de notre université. Il a été précédé, en 1996, par le professeur Isamu Takata, dont je souhaiterais aujourd'hui saluer la mémoire. Ce dernier, spécialiste de la littérature française du XVIe siècle, a consacré sa vie à la poésie de la Pléiade, qu'il a, mieux que personne, contribué à faire connaître au Japon. Il a fondé ainsi la revue japonaise des Amis de Ronsard, dont les articles sont rédigés en japonais et en français. Alors, pour revenir maintenant à la cérémonie d'aujourd'hui, comme je vous le disais, depuis 1973, notre université a remis 48 diplômes de doctorat honoris causa à des collègues étrangers représentant plus de 20 nationalités. Dans ce panorama, c'est l'Italie qui est la plus présente, avec un quart des récipiendaires, ce qui traduit bien les liens séculaires établis entre les cultures transalpines et cisalpines. Mais notre université ne cultive pas que la familiarité culturelle, elle accueille aussi des citoyens de tous les continents. Parmi ces docteurs honoris causa, on compte 9 représentants des études littéraires, et il faut le souligner, 2 écrivains, prix Nobel de littérature, Miguel Ángel Asturias et Mario Vargas Llosa. Cette proportion relativement importante de littéraires manifeste le dynamisme durable des collègues littéraires dans la vie internationale de notre communauté et leur ouverture à l'interculturalité. Éduquer à cette ouverture est d'ailleurs une des missions de toute université, et la qualité de l'accueil des étudiants étrangers est bien une pierre de touche de la mise en pratique des valeurs cardinales de l'université française.
À ce titre, en tant que président de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, je suis particulièrement heureux que notre établissement soit parmi les premiers à avoir obtenu, pour 4 ans, le label Bienvenue en France, décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mais cette salutation, Bienvenue en France, a retenti aux oreilles du professeur Mizubayashi à Montpellier, en 1973 déjà, lorsque, jeune étudiant, bénéficiant d'une bourse du ministère français des Affaires étrangères, il fit son premier séjour dans notre pays. L'épanouissement littéraire du parcours d'Akira Mizubayashi, comme son parcours professionnel et sa vie personnelle, ont été en grande partie tributaires de cette possibilité initiale de séjour en France. On ne saurait ainsi trop insister sur la potentielle fécondité de l'accueil en France d'étudiants venus de tous les horizons. C'est parfois, comme ce fut le cas du professeur Mizubayashi, toute une vie qui en est transformée et qui prend une autre dimension transnationale. En un temps où le repli identitaire et communautaire apparaît à certains comme un moyen de se rassurer face aux évolutions du monde, il est clair que le parcours intellectuel et personnel de notre collègue est exemplaire. Il incarne le choix résolu, tenace et fécond du partage des langues et des cultures. Akira Mizubayashi est d'ailleurs un des invités du festival littéraire itinérant Littérature nomade, organisé par l'Agence de coopération entre les bibliothèques de la région Grand Est. Et il a donné ce midi, donc dans ce cadre, une conférence à la bibliothèque Robert de Sorbon. Je tiens aussi à saluer donc ici et à remercier Madame Karine Elbekri, directrice de la bibliothèque, et ses équipes également présentes, qui, par leur investissement, a permis les nombreuses opérations communes qui se sont développées entre l'URCA et les bibliothèques du territoire, expositions, projets de recherche, conférences, formations universitaires. Elles incarnent la volonté de l'URCA dans tous les domaines de nouer des liens constructifs avec les institutions donc de notre territoire, de nos territoires. Mais avec Akira Mizubayashi, c'est à la fois un enseignant et un écrivain que nous recevons dans notre communauté. Né en 1951 à Sakata, il s'orienta vers les études de langue étrangère à l'université de Tokyo, et particulièrement celle de la langue et de la littérature française. Sur ce choix, qui n'avait rien d'une évidence pour un jeune japonais, il s'est expliqué dans son beau livre « Une langue venue d'ailleurs ». Habité par la passion de la langue française, sur laquelle son parrain, le professeur Jean-Louis Hackett, reviendra, il a choisi de la présenter à ses étudiants, non pas comme un simple moyen de communication, mais comme un instrument de musique dont il fallait apprendre à faire naître l'harmonie au prix d'un entraînement exigeant mais exaltant. Cet amour du français l'a conduit à choisir cette langue pour se lancer dans l'aventure de l'écriture non plus universitaire mais littéraire. Et c'est à l'âge de 59 ans qu'il a publié en France son premier texte, Une langue venue d'ailleurs chez Gallimard. Ce coup d'essai, fruit d'une expérience du français de plus de 30 ans, fut un coup de maître. Il passa 2 ans après sa publication dans la collection Folio et fut couronné de 3 prix. Le prix du rayonnement de la langue française, de la langue et de la littérature française en 2011, le prix littéraire de l'Asie, également en 2011, de l'Association des écrivains de langue française, et le prix littéraire Richelieu de la francophonie en 2013. Alors, attendez, je me suis perdu. Voilà. Son dernier livre, qui est aussi son premier roman, porte le beau titre d'Âme brisée. L'âme dont il s'agit étant celle du violon, mais aussi, de façon figurée, celle du protagoniste. C'est un plaidoyer en faveur de la force de résilience de la culture face à toutes les brutalités. Publié en août dernier, il a bénéficié d'un large accueil par la critique française qui montre bien le statut qu'Akira Mizubayashi a acquis dans le paysage littéraire français. Tous les principaux chroniqueurs des principaux journaux et magazines français
ont rendu compte de l'ouvrage, et Tahar Benjeloun a même confessé avoir été bouleversé par ce roman d'une grande et belle profondeur. Alors, Akira Mizubayashi est déjà docteur honoris causa d'universités françaises prestigieuses, Paul Valéry à Montpellier et Stendhal à Grenoble, et nous sommes aujourd'hui particulièrement honorés qu'il ait accepté notre invitation. Et nous le remercions très vivement donc de se faire ainsi, en quelque sorte, l'ambassadeur de notre université, notre ambassadeur au pays du soleil levant. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va profiter d'un nouvel intermède musical. Je pense que les interprètes vont arriver. Ils sont ici. Je précise que les morceaux sont interprétés par Madame Léa Ménissier au violon, Monsieur Cyril Monnoy à l'alto, et nous allons vous entendre sur le troisième mouvement de Mozart, Köchel 423.
Merci beaucoup pour votre interprétation. Je précise aussi que vous êtes tous les deux membres de l'Opéra de Reims, ce que je n'avais pas indiqué tout à l'heure. Et maintenant, pour prononcer l'éloge du professeur Mitsubayashi, le parrain, le professeur Jean-Louis Hackett. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être votre parrain, cher Akira Mitsubayashi. Un honneur parce que vous êtes un très éminent représentant de la littérature de langue française et du contact entre les cultures. Et un plaisir parce que nous partageons un goût commun pour les textes de Jean-Jacques Rousseau et la musique de Mozart, qui illustrent si bien ce siècle qui nous est cher et qui porte le beau nom de siècle des Lumières. Mais avant d'aller plus loin et de vous présenter à la communauté universitaire ici réunie, je voudrais rendre à César ce qui est à César, ou plutôt à Karine ce qui est à Karine, et dire que ce sont Karine Elbekri, directrice de la bibliothèque de l'université, et Karine Welchi, professeure de littérature médiévale et président de la section de Reims de l'Association Défense de la langue française, qui ont eu la très bonne idée de l'initiative de ce doctorat honoris causa à l'occasion de votre séjour à Reims. Étant moi-même comparatiste et 18e, on l'aura compris, j'ai bien sûr accepté immédiatement de relayer cette initiative. Soyez-en toutes deux remerciées. Il y avait en effet 11 ans qu'un doctorat honoris causa n'avait pas été remis à un littéraire dans notre université. Le dernier en date était Mario Vargas Llosa, comme l'a rappelé le président, prix Nobel, et nous ne pouvons que vous souhaiter le même avenir. En votre personne, comme l'a dit le président, nous honorons à la fois un universitaire et un écrivain. Étudiant à Montpellier, comme on l'a rappelé, puis thésard à l'École normale supérieure, rue d'Ulm, vous avez soutenu une thèse sur Jean-Jacques Rousseau, puis de 1983 à 2017, vous avez enseigné la langue et la littérature française à Tokyo, dans plusieurs universités, l'université Meiji, l'UNALCET et l'université Sophia, qui porte un très beau nom. Vous avez publié plusieurs monographies critiques en japonais, ce que le public français ignore, bien entendu, 6 ouvrages, et notamment, je prends la traduction des titres, je ne me risque pas au japonais, bien sûr, La volonté du bonheur, Procès de civilisation et écriture littéraire en 1993, Enterrement de Don Juan, Histoire et société dans le Don Juan de Molière en 1996, et La naissance du public, l'émergence de la littérature, l'expérience de Rousseau et les temps modernes. Vous voyez que Rousseau est un fil directeur de votre réflexion sur la littérature. L'université a été, comme pour beaucoup dans cette salle, un milieu de formation, puis d'enseignement, un milieu devenu naturel. Vous y êtes attaché et vous êtes sensible à la transmission par l'enseignement. Ce n'est pas un hasard si le seul livre français que vous avez traduit en japonais, c'est Chagrin d'école de Daniel Pénac. Dans une langue venue d'ailleurs, vous rendez d'ailleurs un bel hommage au professeur Jacques Proust de Montpellier, dont vous avez suivi les cours, et qui vous a fait découvrir les vertus de l'analyse textuelle, ou autrement dit du commentaire littéraire, qui demeure une spécificité de l'enseignement des lettres dans l'université française. Vous écrivez « Un texte ne m'était jamais apparu aussi riche, aussi foisonnant de signes à déchiffrer. » À bien des années d'écart, une jeune collègue angliciste formée aux États-Unis et dont je viens de lire le mémoire de synthèse pour l'habilitation à diriger des recherches fait exactement la même réflexion que vous, à plus de 30 ans d'écart. Elle souligne aussi les bienfaits de cette attention au texte que vous avez faite vôtre dans vos années d'apprentissage, mais aussi dans vos années de maturité créative. Cette attention au grain du texte caractérise en effet votre prose littéraire et l'inscrit dans une grande tradition française d'élégance et de précision. Votre langue est classique donc, comme l'a souligné la critique contemporaine, et par là même, elle est intemporelle, à l'abri des fluctuations de la mode. Vous nous rappelez aussi fortement que l'université n'est pas pour les enseignants seulement un environnement professionnel, mais qu'elle représente un idéal de vie et de pensée. Cet idéal est hérité des Lumières. Il s'agit de faire advenir ceux qui nous sont confiés à leur propre individualité. Cette éducation à l'individualité informe nombre de vos réflexions. La littérature, les littératures des différentes langues humaines, devrais-je dire, en sont un outil privilégié. Comme leur finalité n'est pas la maîtrise technique du monde qui nous entoure, leur étude paraît à d'aucuns futile, voire inutile. Qu'a donc à faire un postier de la princesse de Clèves, nous a-t-on dit jadis. C'est ignorer que la fonction des littératures nomades ou sédentaires est de configurer l'expérience que nous avons de la vie, c'est-à-dire lui donner une forme et la rendre signifiante.
La littérature et son étude sont donc loin d'être décoratives. Comme les autres activités symboliques de l'être humain, elles contribuent à interroger le sens de l'existence de chacun, entre l'énigme du berceau et celle du cercueil, pour paraphraser Hugo. Votre dernier livre, qui recourt pleinement à la fiction romanesque et porte le titre poignant d'âme brisée, illustre avec une grande profondeur cette haute fonction de la littérature. Sapere aude, s'exclamait un professeur de Königsberg du nom d'Emmanuel Kant, qui reprenait à son compte une formule d'Horace pour en faire la devise des Lumières. C'est bien ce que vous avez fait, oser acquérir le savoir, lorsqu'à 19 ans, vous avez, comme vous l'écrivez, décidé d'entrer dans la langue de Rousseau. Le choix d'habiter une langue autre que votre langue maternelle a été une décision centrale de votre vie. Vous l'avez rappelé ce midi d'ailleurs à la bibliothèque. Elle vous a conduit d'abord à étudier le français, ensuite à l'enseigner, puis enfin à écrire votre œuvre littéraire dans la langue de Rousseau. Paradoxalement, cette langue, venue d'ailleurs, vous a permis de devenir vous-même. Ce choix de la langue française n'avait donc rien d'académique. Il était d'abord existentiel. Il correspondait pour vous à une nécessité intérieure forte, dans un contexte japonais où l'affirmation individuelle était presque impensable. Il est aussi lié à une incitation de votre père, vous l'avez rappelé ce matin, qui voulait, en vous encourageant à l'étude du français, vous ait dit à advenir à votre propre individualité. Je reprends vos mots qui sont très forts. Habiter le français, comme le dit si bien Cioran, en faire un lieu de vie, mon espace vital, ma demeure permanente, mon paysage intime, mon milieu environnemental essentiel, était un objectif prioritaire et non négociable. Vous nous montrez donc tout ce que l'apprentissage d'une langue étrangère recèle de puissance d'émancipation et d'individuation. Et cela se fait par le détour de l'altérité, une altérité incorporée, appropriée, sans être jamais possédée. Mais, comme l'écrit Rousseau dans l'Émile, il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Et c'est ce que vous exprimez aussi en parlant du français comme d'une langue laborieusement apprise et amoureusement conquise, en insistant sur ces deux adverbes. Ce rapport à la fois laborieux et amoureux à la langue française devrait à bien des égards aussi informer notre propre enseignement des lettres. Peut-être avons-nous trop tendance à considérer comme acquise cette langue qui nous est maternelle et naturelle, alors qu'il faudrait la faire désirer comme une belle étrangère et la faire travailler comme un pianiste fait ses gammes. J'utilise à dessein cette image musicale, car dans votre vie comme dans votre écriture, la musique, à côté de la langue, est un autre fil d'Ariane. Elle est moins un thème qu'une forme signifiante, qu'il s'agisse du mariage de Figaro de Mozart ou du quatuor Rosamonde de Schubert. Mozart et Rousseau, notamment grâce à la Suzanne du mariage de Figaro, sont indissociablement liés pour vous. Mozart exprime à sa façon l'individualité assumée au-delà des appartenances programmées dont Rousseau se fit à sa manière le héros. Il y a chez vous plus généralement une sensibilité forte aux correspondances entre musique, langue et littérature. Elle s'exprime pleinement dans votre récent roman Âme brisée. Dans cette fiction, le héros est en quelque sorte un violon, brisé par la violence d'un nationalisme aveugle et patiemment restauré par un fils devenu luthier et qui va surmonter la brutale disparition de son père. Le violon et celui qui le chérit incarnent la puissance de résistance de la musique et de l'art face aux forces obscures, dans une opposition tenace et une conquête longue de la sérénité qui n'est pas sans faire passer au parcours des héros de la flûte enchantée de Mozart. Mais c'est aussi la langue elle-même qui est musique. Le français est devenu pour vous, je vous cite, un véritable instrument de musique, comme le violon l'était pour mon frère. Parlant d'un texte de Péguy, vous dites « Je ne me lassais pas de le répéter sans cesse, pour le bonheur de l'entendre dans sa matérialité phonique et de lui donner ainsi une forme sensible, autrement dit, pour la satisfaction d'en faire une majestueuse architecture sonore. » Vous insistez aussi sur le temps de la répétition, une idée qui répugne de plus en plus à notre société, alors que la répétition est la voie de l'accomplissement, comme le savent les musiciens, les acteurs ou les sportifs, mais trop peu les élèves. Ainsi, vous réécoutiez sur le magnétophone à bande des années 70 le phrasé du français dans les cours que vous aviez enregistrés. Vous recopiez les passages de Rousseau qui vous avaient frappé. Recopier un auteur, c'était pour moi participer à l'élaboration d'un discours, suivre le cheminement d'une pensée, c'était un geste d'amour. Le choix de demeurer dans la langue française vous a ouvert de façon paradoxale à l'errance.
errance à laquelle vous avez consacré un très bel éloge en 2014. Je voudrais m'arrêter un peu pour terminer sur ce thème qui structure une partie de votre œuvre. En citant Régis Debray, vous opposez l'adhérence à l'errance. Faire acte d'intellectuel, c'est toujours rompre l'adhérence à son milieu, écrivait Régis Debray. Si pour le sociologue, ce milieu possède essentiellement une dimension sociale, il a chez vous un sens plus large. Il englobe une manière globale d'être au monde, en l'occurrence la manière japonaise d'être au monde. Le choix du français, au lieu de vous enraciner ailleurs, vous a détaché, car votre demeure française, si elle est d'élection, n'est pas tout à fait vôtre. En même temps, la pratique quotidienne du français vous a délié du Japon. Vous assumez pleinement cette étrangéité, un mot que vous employez volontiers. Ce double statut d'étranger vous permet de tendre sans cesse vers une perspective sur le réel qui est celle de l'autre, comme vous le dites si bien. Elle a son prix à payer, cette errance, car il est plus confortable d'être de quelque part. Mais l'errance permet un regard plus riche sur sa propre communauté, un regard détaché, mais pas indifférent, bien au contraire, un regard à la fois lucide et sensible. Pour nous, Français, vos textes nous font voir le Japon avec un relief tout particulier, dans une vision non plus monoculaire, mais stéréoscopique. Vous nous faites voir autrement son cinéma, notamment Ozu et Kurosawa, qui ouvrent et ferment l'éloge de l'errance. Vous nous faites entendre sa langue, ses formes d'interlocution, le sens du mot Oka Eri Nasai, qui ne signifie pas bienvenue, comme semble le traduire à l'aéroport de Tokyo le Welcome to Japan, mais qui exprime le soulagement du retour dans la communauté natale. Et vous faites de ce simple mot le symptôme d'une conception très spécifique du lien social, perçu comme naturel et non contractuel, à la manière de Rousseau. Vous avez d'ailleurs consacré un volume à cette idée du lien social et politique. Vous nous faites aussi vivre l'expérience si particulière, je finis par là, du bain japonais, qui est à l'origine d'une très émouvante scène du dernier bain avec votre père, lui qui fut à l'origine de votre vocation pour le français. Ainsi donc, le Japon s'éclaire autrement pour nous, grâce à votre choix résolu et continu de l'errance. J'espère avoir pu évoquer ici quelques aspects saillants de votre parcours et de votre œuvre, qui font que c'est nous que vous honorez en devenant docteur honoris causa de notre université. Même si vous dites modestement « nous n'occupons que de petits recoins dans ces immenses demeures que sont nos langues », vous habitez amplement et magnifiquement le français, dont vous êtes devenu, à tous les sens du terme, un véritable virtuose. Soyez-en profondément remerciés, au nom de tous vos lecteurs et au nom de notre université. Merci. Maintenant, le président Guillaume Gelé va remettre les insignes et le diplôme de docteur honoris causa au professeur Mitsubayashi. Cher Olivier, je vais demander à Jean-Louis Yaquette, le parrain, puis à Frédéric Piantoni, le doyen, de lui faire lettres et sciences humaines de venir se joindre à moi. Cher monsieur Akira Mitsubayashi, venez donc approcher de nous, c'est un moment solennel. Cher monsieur Akira Mitsubayashi, en ma qualité de président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne et au nom de l'ensemble de sa communauté universitaire, j'ai l'honneur de vous conférer le titre de docteur honoris causa de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Jean-Louis Yaquette vous remet la médaille de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, gravée en votre nom. Nous vous remercions. Merci. Je vous invite à prendre la parole. On va vous...
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers amis, au moment même où l'Université de Reims me fait l'honneur de me décerner le titre de docteur honoris causa, je dois vous faire une confidence qui peut vous surprendre. Alors que j'ai fait 10 000 kilomètres pour venir à votre rencontre, alors que j'ai traversé les océans, alors que j'ai survolé tout le continent d'Asie, alors que je fais le va-et-vient entre Tokyo et Paris aussi souvent que possible, depuis de très nombreuses années, je dois avouer que je n'aime pas les voyages. Je n'aime pas bouger. Je suis bien là où je suis, à Tokyo comme à Paris. Mon poissonnier et ma marchande de légumes passent à peine 5 jours en France pour voir en 2 heures le Mont Saint-Michel, pour manger à Paris des croissants et une baguette, pour y respirer de l'air plus pollué que celui de Tokyo. L'industrie touristique a inventé cette forme extrême du voyage qui n'en conserve que le nom pour désigner le contraire de ce qu'il semblait désigner primitivement. Le voyage tel qu'il est devenu dans son dernier avatar capitaliste est, si j'ose dire, une extension du domaine de soi. Au lieu de se rendre étranger à soi-même dans le regard qu'on porte sur l'étranger, sur l'étrange, sur l'autre, on se livre à un mouvement d'appropriation et de naturalisation de ce qui est radicalement différent de vous. On se transporte dans l'autre pour effacer toute trace de l'altérité. C'est cela aussi, la mondialisation, sans doute. Dans cette extension infinie du domaine de soi, la place de la langue paraît extrêmement réduite. Grâce à une avancée foudroyante de l'informatique et de la technologie de la traduction, chacun a désormais dans son smartphone une application qui traduit instantanément dans de très nombreuses langues ce qu'on a envie de dire. Certains spécialistes de la traduction automatique penseraient même que dans un avenir proche, les gens seraient libérés de la hantise d'apprendre l'anglais dans sa forme mondialisée, c'est-à-dire appauvrie, qu'on appelle le globish. Cet outil universellement valorisé, ici comme ailleurs, dans la politique de la formation des douteux citoyens du monde. Ce qui est à craindre, c'est l'enfermement chez soi, contrairement à ce que laisse imaginer la sensation grisante d'une diversité de paysages procurés par les kilomètres parcourus en un rien de temps. Où qu'on aille, c'est finalement toujours le même qui s'offre à vous à travers un environnement chaque fois différent. On ne reconnaîtra jamais l'autre, on ne rencontrera jamais l'autre, un globish, ni dans l'utilisation additionnelle de son smartphone muni de l'application magique, en dépit de l'illusion prégnante de l'ouverture infinie. J'ai longtemps officié dans l'enseignement supérieur japonais en qualité de professeur de langue et littérature française. Pendant les 15 dernières années de ma carrière, où l'importance de ce qu'on appelle cadre européen commun de référence pour les langues allait en croissant, j'ai constamment éprouvé un malaise à côté de certains collègues farouchement partisans de la communication et de la conception instrumentaliste de la langue. Car ce que j'avais expérimenté moi-même en m'immergeant dans la langue française, en apprenant à exister autrement que dans ma langue de naissance, à travers une lente et patiente acquisition de cette langue étrangère, était tout à fait autre chose que le
confort procuré par l'extension du domaine de soi que je viens d'évoquer. Tout a commencé lorsque j'avais 16 ans ou 17 ans, par un malaise singulier qui s'était installé en moi et qui ne me quittait guère. L'adolescent s'éveillait au monde. Il désirait ardemment se lier à autrui. Il voulait aimer et être aimé en retour. Mais la seule langue à sa disposition, sa langue de naissance, celle qu'il entendait autour de lui et en lui, celle qui circulait dans le monde environnant, ne lui semblait pas être de nature à ouvrir un espace de coexistence heureuse. Au contraire, elle paraissait cruellement privée de profondeur, de sincérité, d'authenticité. Autrement dit, elle était marquée par je ne sais quelle insoutenable légèreté. Alors, naturellement, l'adolescent s'est tourné vers un art qui n'avait pas besoin de mots, mais qui lui procurait de l'émotion, une émotion quelquefois proprement bouleversante, la musique. Il a parcouru tout un continent de musique symphonique de Haydn à Mahler, en passant par Brahms et Schumann, avant d'atterrir dans la vaste contrée des opéras de Mozart. La découverte émerveillée des voix concertantes dans les Noces de Figaro et la Flûte enchantée a été décisive et elle a comblé plus que la somptueuse architecture vocale des opéras italiens de Verdi et de Puccini, qu'il avait découvert précédemment. La musique mozartienne pensait les plaies ouvertes par la déficience des mots. Mais presque en même temps que la musique mozartienne qui lui révélait les frémissements cristallins du chant de Suzanne ou de Pamina, au-delà de leurs paroles, un événement décisif l'a conduit définitivement vers la langue de Molière. Ce fut la rencontre, dans son œuvre, avec le philosophe japonais Harimasa Mori. Celui-ci enseignait alors le japonais et la littérature japonaise aux langues orientales, devenues aujourd'hui l'INALCO. Issu d'une grande famille aristocratique, petit-fils d'un ancien ministre de l'ère Meiji, il avait commencé à apprendre le français dès l'âge de 6 ans. Devenu professeur à l'université de Tokyo, il a eu, en 1950, l'occasion de partir pour la France afin de préparer une thèse en philosophie sous la direction de Jean Wahl. Mais ce qui l'attendait à Paris, c'était la singulière expérience de ne pas bien saisir le français alors qu'il avait derrière lui 30 ans de pratique de cette langue. Il mettait en doute les paroles pleines de certitude des journalistes correspondants des grands quotidiens japonais qui, eux, manifestement, se sentaient parfaitement en mesure d'accomplir leur travail de journaliste-reporter. Mori comprenait le français infiniment mieux que n'importe quel Japonais vivant alors à Paris. J'en suis persuadé. Mais il avait une humilité que les autres n'avaient pas, celle de se faire petit, celle de reconnaître que l'espace de la langue était infiniment plus grand et infiniment plus étendu que celui qu'on peut arpenter en quelques années d'études. Alors il a décidé de ne pas rentrer au Japon, de rester à Paris pour s'installer dans la langue du pays d'accueil.
C'était une décision grave, radicale, voire insensée, car cela signifiait qu'il devait sacrifier la vie qu'il avait construite jusque-là, dans son pays, entre autres sa famille et son prestigieux poste de professeur à l'université de Tokyo. Il a décidé de repartir de zéro en français en ouvrant un manuel pour écoliers. Je me rappelle encore l'ébranlement de tout mon être que j'ai éprouvé à la lecture des lignes où Maury parlait de cette décision invraisemblable de recommencer sa vie en s'immergeant dans une langue qui n'était pas la sienne, en adoptant la posture d'un enfant qui s'ouvre au monde. Maury m'indiquait un chemin, celui de la langue française dont il parlait admirablement comme un moyen d'accès privilégié au plus profond de son existence. Avancer à mon tour, pas à pas, sur le chemin de cette langue qui devait servir à autre chose qu'à répéter des mots légers, flottants, circulants, passe-partout, comme des pièces de monnaie. Voilà le traitement qu'il me fallait pour me guérir des maux de langue dont je souffrais. Maury, dans ces pages où il faisait part d'un interminable voyage interstellaire, si j'ose dire, dans et par la langue de Descartes et de Pascal, dont il était spécialiste, me demandait en quelque sorte si j'étais prêt à entreprendre un voyage similaire qui exigeait de moi un engagement total et désintéressé, une discipline de fer, une endurance à toute épreuve. C'était à ce prix-là que je pouvais me donner le plaisir de voyager, c'est-à-dire de naître consciemment au monde de langue dont j'allais découvrir petit à petit les habitants, la société qu'ils formaient entre eux, les paysages dans lesquels ils vivaient et évoluaient. Je suis né en français à 18 ans. Je viens tout juste d'avoir 68 ans. Cela fait donc 50 ans que ça dure, ce voyage. Qui suis-je, après tant d'années d'errance, hors de ma langue, et donc hors de mon sol natal? Qu'est-ce que je suis devenu en me livrant à ce voyage permanent et interminable dans l'espace d'une étoile étrange et étrangère où j'ai atterri donc à l'âge de 18 ans? Je ne sais pas, puisque je ne saurais imaginer ce que je serais aujourd'hui si je n'avais pas connu cette sortie hors de moi, hors de ce moi d'enfance formé par la langue que j'ai reçue de mes parents. Mais une chose est sûre, c'est que j'en suis arrivé à me méfier des identités, surtout de l'identité brandie par celles et ceux qui croient à la clôture et à la pureté de leur communauté nationale et ou culturelle. Les identitaristes, s'enorgueillissant de la spécificité qui tourne vite à la supériorité de leur identité, repoussent les autres hors de leur communauté du même, parfaitement verrouillée. Exemple,
Les Japonais qui tiennent à l'identité nippone comme à la prunelle de leurs yeux stigmatisent les concitoyens critiques à l'égard de certains aspects de leur pays, tout particulièrement ceux qui osent réfléchir à l'héritage négatif du système impérial et de l'empire du Grand Japon. Ce fut, selon l'inoubliable leçon de mon père, l'attitude des militaro-fascistes pendant la guerre de 15 ans, 1931-1945. C'est aujourd'hui celle de l'extrême droite ultra-nationaliste et négationniste, increvablement présent dans le paysage politique. Je ne crois pas à l'âme nippone, pure et éternelle. Rien n'est pur, rien n'est éternel. Je serai plutôt aux côtés de l'écrivain Kanzo Uchimura, Kanzo, auteur de « Comment je suis devenu chrétien ». Moi, je ne le suis pas devenu. Je suis un homme sans religion. Mais j'apprécie ce livre de Kanzo Uchimura, qui a écrit donc « Comment je suis devenu chrétien ». Il dit ceci: « Le pays auquel je ne suis lié que par le hasard de ma naissance ne mérite pas mon amour. » Les mots de Uchimura me vont droit au cœur. Mais ceux de Hugues de Saint-Victor, ce théologien du Moyen-Âge que j'ai découvert grâce à deux grands voyageurs littéraires, Edward Said et Erich Auerbach, l'un citant l'autre, me touche davantage encore. Je cite: je cite ce qui est cité par Saïd et que j'ai vérifié dans un article de Auerbach. Il dit ceci, donc, un théologien du Moyen-Âge: « L'homme qui trouve douce sa patrie est encore un tendre débutant. Celui pour lequel tout sol est comme son sol natal est déjà fort. Mais celui-ci est parfait pour qui le monde entier est comme un pays étranger. » Mon voyage dans et par le français se poursuivra donc encore longtemps, très longtemps. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, et tout particulièrement Madame Karine Weltzi Kourchinou, Madame Karine Elbekri, Monsieur Jean-Louis Hackett, qui ont rendu possible ma présence ici, aujourd'hui. Je me souviendrai longtemps de vous, de mon voyage à Reims, avec une joie débordante, semblable à celle que j'entends dans le magnifique opéra de Rossini, qui a pour titre précisément le voyage à Reims. Et je me souviendrai longtemps de cette belle cérémonie que vous avez soigneusement préparée pour m'élever au rang de docteur honoris causa de l'Université de Reims. Et enfin, je voudrais partager cet honneur avec mon père, qui n'est plus de ce monde, mais qui ne cesse de m'encourager depuis le royaume des âmes à persévérer dans la voie de la langue française, c'est-à-dire de ma langue paternelle. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau discours de réponse et cette invitation à des voyages multiples. Monsieur Mitsubayashi, vous vous êtes rassis, il va falloir que vous vous leviez à nouveau, puisqu'après avoir reçu le diplôme, vous allez recevoir maintenant des cadeaux qui vont vous être remis par votre parrain, Jean-Louis Hackett et Madame Walshi. Sacre des rois de France avait lieu à Reims, dans le monde entier. Reims, c'est la ville du sacre. Oui, vous allez être chargé pour... Notre université, qui est Voilà, Reims pour le monde entier, c'est aussi la ville du Champagne. Et donc, les arts du Champagne ont été cultivés à Reims, jusqu'à la bibliothèque. Jusqu'à la bibliothèque. Celui-là, je ne le soulève pas, mais on ne fera pas venir. C'est l'ouvrage pour les 800 ans de la cathédrale de Reims. Une espèce de voyage photographique dans la cathédrale. Vous pourrez continuer à feuilleter au-delà des mers. Et puis, évidemment, un peu de boisson locale. Merci encore de votre présence et de votre discours. Merci. On ne va pas forcer à prendre l'ensemble des cadeaux dans vos bras. Je pense qu'on pourra vous les remettre ensuite. Et puis avant de clôturer, donc j'invite les musiciens à nouveau à venir sur scène pour revenir sur le premier mouvement de Mozart, Köchel 423, et un nouvel extrait musical. Merci. Merci encore. Donc, nous arrivons au terme de cette cérémonie.
Simplement, je vais inviter M. Mitsubayashi à signer le livre d'or de l'université pour clôturer cette cérémonie. Et puis, il était question d'effervescence il y a quelques minutes à l'occasion des cadeaux. Donc, vous serez invités pour toutes et tous à nous rejoindre pour le cocktail qui se trouvera dans une salle à l'extérieur de cet amphithéâtre. Donc voilà, le livre d'or qui se trouve juste à côté. Et puis ensuite, donc, nous clôturons cette cérémonie et nous vous invitons à nous rejoindre pour le cocktail. Merci beaucoup.